rentrer, ils vont s'étendre dans la mémoire RAM, c'est-à-dire dans les circuits imprimés, dans les circuits intégrés, pardon, de cet ordinateur, et il y aura une guerre électronique qui va faire en sorte que ce qui pourra prendre la mémoire la plus proche va se garrocher pour la ramasser. On appelle cela une guerre. Lorsque tout est établi au niveau de l'ordinateur, ça prend un laps de temps. Lorsque tout est établi au niveau mémoriel de l'ordinateur, eh bien, on parle de l'harmonie, on parle de la paix. Le problème, c'est que chaque fois que tu effaces une donnée, la guerre recommence. La simple raison que là, tu viens d'éviter le facteur mémoriel, et si ce n'est pas suffisamment structuré au niveau de la mémoire de l'ordinateur, la mémoire va se rapprocher du centre de logifération, donc du logiciel, du programme. Dans la mémoire cosmique, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que chaque fois que, quand il y a eu la création, disons, ce Big Bang, il y a eu une guerre majeure pour occuper tout l'espace mémoriel de notre création. Et l'espace mémoriel engendre la friction, l'expérience même de la mémoire qui essaie de se trouver un endroit, l'expérience même de la guerre entre les phénomènes mémorisés et d'autres phénomènes mémorisés engendre une expérience mémorielle, et cette expérience mémorielle doit elle aussi trouver une place pour se placer. Étant donné que l'harmonie créationnelle n'est pas encore opérée, c'est-à-dire ça fait juste disons 15 milliards d'années, un peu moins, 15 milliards d'années solaires que nous sommes créationnellement là, il n'y a pas eu encore suffisamment de temps pour engendrer une harmonie totale. Elle n'est pas dans l'homme, il y a la guerre dans l'homme, elle n'est pas dans le ciel, il y a aussi les guerres religieuses, les guerres des dieux, elle n'est pas dans l'univers, il y a encore des soleils qui explosent, il y a encore des phénomènes intéressants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que des mémoires placées dans le monde, dans la création, parce que j'expliquais vendredi pourquoi on a eu ces mémoires, lorsque ces mémoires placées dans la création doivent lutter ensemble pour occuper un espace-temps particulier, elles engendrent de nouvelles formes mémorielles. Et c'est ça que le problème, c'est que ces nouvelles formes mémorielles-là deviennent de la mémoire neuve qui doit aussi trouver de la place. Et c'est ce qui va engendrer l'expansion de notre univers régulier, c'est-à-dire que le phénomène temporel créé, ce n'était pas prévu, donc ça devient un accident, il y a une expérience mémorielle, et l'expérience mémorielle engendre de la mémoire doit trouver un endroit pour se placer, ce qui fait qu'il y a une expansion totale de cette mémoire. Lorsque l'harmonie totale va être opérée, l'homme ne peut pas participer à la création de l'harmonie à travers le cosmos. Par contre, l'homme est le véhicule qui se construit en attendant que l'harmonie s'installe. Lorsque l'harmonie sera installée, l'homme pourra commencer à devenir drôlement efficace et fonctionnel. C'est là que l'être humain va découvrir le phénomène du surhomme, le phénomène du sur-surhomme, le phénomène du sur-dieu, le phénomène du sur-sur-dieu, etc. Alors, présentement, donc, si on parle cosmiquement de volonté, en réalité, c'est que la volonté, elle fait que tout se heurte, et quand les choses seront capables de s'opposer les mêmes forces, il y aura une harmonie. Il n'y aura plus de guerre. Comme entre l'Union soviétique et les États-Unis, il n'y a pas de guerre, c'est la paix. C'est la paix parce qu'il y a un équilibre des forces. Alors, c'est ce qui va arriver à un moment donné. Cosmiquement, la volonté, ça n'existe pas, c'est une farce. Mais, selon ce que tu viens d'expliquer, moi, je comprends que la volonté cosmique entre dans l'homme sans effort de la part de l'homme. Bien, vu qu'il n'y a pas de volonté cosmique, c'est comme j'explique, c'est qu'il y a une mécanicité cosmique. Ce n'est pas une volonté cosmique. C'est comme si tu dirais la plante, la volonté de pousser, elle se dirige vers le soleil. Mais oui, d'accord. Mais la plante, elle n'a pas la volonté. C'est que la volonté ou pas, elle pousse pareil. Alors, qu'est-ce qui pénètre l'homme? C'est des choses qui sont continuellement en mouvement, qui subissent une pression par le périsprit de la création telle qu'ils doivent pénétrer des endroits. Il faut bien comprendre qu'il y a dans cette création, disons qu'il y a une limite. Alors, il y a une membrane énergétique qui est une forme de périsprit, ce n'est pas de l'énergie vitale, une forme de périsprit, qui fait que lorsque un objet, disons, spatio-temporel, un vaisseau spatial, par exemple, arrive à la limite, il ne voit jamais de limite parce qu'il est immédiatement rentré de l'autre côté. On a déjà parlé du Pac-Man dans un ordinateur, c'est un peu la même chose. Quand il sort de l'écran, il arrive à l'autre bord. Alors donc, il n'a jamais de fin en avant de lui. Par contre, il faut comprendre, c'est que ce phénomène-là engendre une pression interne extraordinaire qui tend à ralentir l'expansion de l'univers. Et ralentissant l'expansion de l'univers, il y a nécessairement cette obligation d'engendrer de l'harmonie. Par contre, la lutte et l'expérience du ralentissement de l'expansion engendre de la mémoire qui vient nourrir le phénomène de l'expansion. L'être humain, lui, est un facteur qui reçoit de la mémoire, un facteur qui peut conserver de la mémoire, et l'être humain est c'est pas un objet, ce n'est pas une chose, c'est une porte de sortie, c'est seulement par l'être humain que la création peut parvenir à relocaliser le phénomène énergétique ou supraénergétique qu'on appelle la mémoire et le temps dans un contexte non créationnel, donc anti-créationnel, antérieur à la création. C'est-à-dire que pour bien comprendre la chose, c'est que si de l'énergie devient suffisamment compactée autour de l'homme, elle va pénétrer l'homme. Pénétrant l'homme, elle va rentrer dans l'âme de l'homme, elle va rentrer dans d'autres facteurs énergétiques de l'homme. En l'occurrence, si l'être humain a un contact avec un ajusteur de pensée, donc avec le plan supramental, on va être capable de prendre une forme d'énergie, parce que j'ai déjà expliqué que l'ajusteur de pensée était la copie la plus parfaite du plan intentionnel, c'est-à-dire de la matière qui baigne entre les super-univers, immédiatement accolée sur l'enveloppe de notre création.
Alors, lorsque l'ajusteur de pensée est en contact avec un être humain, toute la pression interne engendrée par notre ballon périsprétique de la création, qui empêche l'évolution de l'expansion, toute l'énergie qui pénètre l'homme peut maintenant être focalisée directement vers le plan intentionnel. Donc, on a maintenant la faculté, si on a un ajusteur de pensée, de prendre un phénomène spatio-temporel galactique, ou disons universel, et de le projeter directement dans un contexte au-delà, donc super universel, dans le phénomène intentionnel ou divin créationnel. Et par l'ajusteur de pensée, on a aussi la faculté de réintégrer cette mécanicité mémorielle dans notre univers en supra-énergie à l'extérieur même de la création. Autrement dit, à un moment donné, tout l'univers pourra s'engouffrer à l'intérieur d'un seul humain, d'un seul homme, et en s'engouffrant dans l'homme, elle va immédiatement être projetée à l'extérieur de la création. OK, si on revenait à l'impersonnalisation, tantôt tu parlais de l'inidentification. Si j'ai bien compris, c'était de la façon que j'ai compris ce que tu expliquais, l'inidentification, c'était la forme d'un vase, comme si ça avait été la forme d'un vase, puis que tu ne l'as pas mentionné, mais je te pose la question. Est-ce que l'impersonnalisation vient remplir le vase? Est-ce que ça serait le... Non. L'inidentification, c'est quand le vase sait qu'il est un vase, et pour nous permettre de boire dedans, il faut toujours qu'on dise, tiens, je vais boire à même le vase. Ça, c'est l'identification. L'inidentification, c'est lorsque le mot vase devient absolument inutile et c'est plus nécessaire. Alors, le vase, c'est plus qui est là, puis tout on boit, puis on ne sait même pas qu'on boit dedans un vase. Ça règle le problème. L'impersonnalisation, qu'est-ce que c'est? Premièrement, lorsqu'il y a l'inidentification, nécessairement, la structure de la personnalité de l'ego va disparaître aussi. C'est-à-dire que l'ego va émettre un nombre de formes qui va être ajusté à ce qu'il est, mais qui ne sera pas ajusté à l'identification qu'a l'ego de lui-même. Donc, nécessairement, si tu te peignes les cheveux, si tu mets une cravate, ce sera en fonction de l'expression de l'onde de forme atomique, de l'onde de forme de ton double éthérique. Un double éthérique avec une cravate, oui, c'est un peu ça. Ce sera l'expression matérielle qui sera ajustée à l'onde de forme de ton double éthérique. Dans la matière animale humaine actuelle, qui peut supporter le mieux l'expression de ton double éthérique, ce ne sera pas une personnalité, ce sera un nombre de formes. Aujourd'hui, c'est encore de la personnalité dans 99,999% des animaux humains qui sont projetés sur le plan planétaire. L'impersonnalisation, c'est lorsque tu as la possibilité de vivre une fusion avec d'autres phénomènes personnalisés, non pas astralement, mais personnalisés du point de vue de la structure même, de la structure hétéroatomique de leur double éthérique. Donc, hétéroatomique, pourquoi? Parce que éthérique, vu que c'est un double éthérique, et atomique, vu que c'est la copie conforme du corps physique qui, lui, est structuré par une mécanicité atomique. Donc, lorsque tu as une personnalité hétéroatomique, ce n'est pas une personnalité astrale, c'est donc l'expression endoformique totale, disons, cumulative de l'onde de forme de ton corps atomique, ton corps physique, et de ton corps éthérique, le corps morontiel. Et lorsque tu as une expression endoformique hétéroatomique, ça devient une personnalité supramentale. Une personnalité supramentale qui n'est pas une personnalité identifiée, donc qui ne vit pas la conscience même de ce qu'elle est, donc elle n'a pas besoin de miroir pour savoir ce qu'elle est, parce qu'elle se fout royalement de savoir ce qu'elle est. Et cette personnalité hétéroatomique, la personnalité de l'être humain, celui qui a une fusion donc complète, celui qui vit une bilocation de conscience, donc une conscience supramentale, donc extraterrestre et planétaire, donc terrestre. Cette personnalité, à un moment donné, elle va se fusionner à d'autres personnalités hétéroatomiques, c'est-à-dire qu'on parle nécessairement du phénomène suprahumain, et lorsque cela se fusionne ensemble, c'est la réunion de certains faisceaux. La réunion de sous-faisceaux d'un faisceau majeur. Alors, lorsque ces faisceaux se réunissent ensemble, les personnalités hétéroatomiques vont donc avoir une tendance à se fusionner entre eux, donc ils vont disparaître, et lentement, on n'aura plus de personnalité du point de vue de ce que nous pouvons appeler au niveau de l'humain. On aura une impersonnalisation totale, c'est-à-dire que lorsque un œil ou lorsqu'un observateur quelconque, quel que soit son niveau d'évolution, va observer le faisceau que tu seras devenu ou que d'autres seront devenus, il ne pourra pas voir aucune personnalité, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la conscience suffisamment grandiose pour englober ce que c'est que ce faisceau. Donc, ne pouvant englober le faisceau, il ne verra jamais la personnalité du faisceau, parce que si je suis placé au niveau de ton estomac, je ne vois pas du tout ta cravate. Alors, si je ne peux pas englober visuellement ton corps extérieur au complet, je ne vois pas ta personnalité. Et lorsque les différents sous-faisceaux personnalisés éthérico-atomiquement, donc on parle du phénomène au-delà de l'homme nouveau, vont avoir la faculté de se fusionner ensemble, donc les faisceaux vont devenir un grand canal. Lorsque ce grand canal va apparaître, ce grand canal aura la consistance d'une galaxie, d'un univers, d'un super-univers. Et finalement, l'impersonnalisation se poursuivant à une vitesse relativement intéressante, ça va de plus en plus vite vu que c'est exponentiel, et bien à un moment donné, ce faisceau, l'impersonnalisation sera globale de la création, et en dehors de la création, tu ne vois pas la création, donc il n'y a pas de personnalité,
Et à l'intérieur de la création, tu ne la conçois pas totalement, donc tu ne peux pas voir de personnalité non plus, ce qui fait que tu es rendu à une phase impersonnalitaire. Et c'est pourquoi je dis que l'impersonnalité n'appartient pas à l'être humain, ni à l'animal humain, ça appartient au phénomène suprahumain. Tel que je comprends ce que tu dis, là, tu répètes, tu montes d'un octave ou deux de ce qui se passe dans l'astral, dans le monde astral. Oui, l'inidentification, c'est l'impersonnalisation de l'astral, puis l'impersonnalité, c'est lorsqu'il n'y a plus aucune forme de personnalité perçue par aucun observateur, qu'il soit hiérarchiquement cosmique ou qu'il soit hiérarchiquement astral ou humain ou divin. Alors l'impersonnalisation, c'est quand il n'y a plus aucune personnalité perceptible d'aucune façon. Autrement dit, l'impersonnalisation, c'est un peu comme l'être humain qui essaie de prier Dieu puis qui n'arrive pas à concevoir comment il peut être. Dieu étant impersonnel, il ne peut pas le concevoir. Par contre, le Dieu qui arrive à concevoir, c'est un Dieu personnel, c'est une forme astrale. Alors, si je deviens totalement impersonnalisé, tu vas dire, Daniel Kemp est venu me voir hier. Alors, les gens vont dire, bon, Daniel Kemp, puis même le nom, ils ne pourront même pas avoir une idée de ce que c'est. Ils ne pourront même pas imaginer deux yeux avec un nez. Et si je suis impersonnalisé, tu ne peux pas me personnaliser. Tu ne peux pas créer un nom de forme, tu ne peux pas me mettre sur un piédestal. Je suis tout à fait inaccessible du point de vue de la personnalisation, du point de vue d'un observateur. Tandis que les dieux dans le monde de la mort sont des dieux personnalisés, et on peut donc les personnaliser, et nécessairement, ce sont des dieux astrales. Alors, quand je parle d'impersonnalisation ou d'impersonnalité, c'est que tu ne peux pas personnaliser, être personnalisé ou te personnaliser. Il n'y a pas de personnalité. Et disons que le suprahumain, même l'hyper-suprahumain va devenir impersonnalisé, donc nécessairement il sera créationnellement présent partout et on ne pourra pas avoir aucun concept de ce qu'il peut être. Il ne peut pas être contenu dans un mot, dans quoi que ce soit, il n'est pas personnalisable. Et l'être humain va devenir impersonnalisé à un moment donné. OK, si on revenait, tantôt, tu as mentionné que l'inidentification pourrait durer entre 2 ans et 2000 ans. Je perçois mal, j'ai de la misère à concevoir 2000 ans pour une période d'inidentification. Effectivement, ça peut être un peu plus long, mais... Allons pas au-delà de 2000 ans, mais... Ah bon? Amène-moi quelque chose de concret, là, pour des exemples, comment ça fonctionne pour que ça dure si longtemps, 2000 ans. Ça dure pas longtemps. Non, pas à ton point de vue, mais au nôtre. Vois-tu, 2000 ans sur 14,5 milliards d'années. Celle-là, je l'ai entendue souvent. C'est pas ça que je veux. C'est pas long. Non, mais rends-nous ça accessible que c'est pas long. Rends-nous ça accessible que c'est pas long. Fais-nous comprendre comment ça se fait que c'est pas long. On aimerait, nous autres aussi, rire comme tu ris, là, de la même façon. Fais-nous comprendre que c'est pas long. C'est 2 ans d'inidentification, on peut accepter ça. On vit des périodes semblables à ce que c'est que tu as parlé tantôt, des fois pour une période de quelques mois de couple, ça s'en va, ça revient, ainsi de suite. Mais parle-nous donc de 2000 ans. Comment est-ce qu'une personne qui est rendue à un point comme ça, moi j'ai bien de la misère à concevoir ça. Ceux qui ont commencé une identification, disons dans le temps du Nazaréen, d'après moi, ils ont fait un maudit bout depuis ce temps-là, puis ils ont dépassé cette période-là, non? Ah, officiel. Bon, alors, pourquoi ça peut prendre 2000 ans d'abord? Eux autres, ça leur a pris 30 000. Ça a déjà été. Non, j'accepte pas ça. Bon, j'ai expliqué. Lorsque l'ego est rendu au point d'éclater, Daniel, il ne peut pas être 2000 ans au même point. C'est ça que je veux dire. Non. Ben, c'est comme ça que je l'ai perçu tantôt, moi. Oui, bon, il faut faire attention. Tu m'as demandé combien de temps ça pouvait prendre pour qu'un humain s'identifie. Ah, OK. Si toi, tu le pars du début, oui, là, tu joues ces mots, là. Non, je ne sais pas ces mots, j'ai répondu à la question telle que la question a été posée. Oui, mais tu as dû faire ce que tu as dit tantôt, t'ajuster à ce que c'est que l'intervieweur voulait dire. Combien ça prend de temps à un être humain inidentifié pour s'identifier? Non, au moment où, lorsque j'aurais peut-être fallu que je l'explique comme il faut, je vais l'expliquer cette fois-ci. Lorsque la personne commence... Tu es un ajusteur de pensée, c'est reposant. Lorsque la personne commence à vivre cette inidentification-là, je ne parle pas du Cro-Magnon, là. Je comprends. Lorsqu'on arrive là, à 88, il y en a qui ont commencé à vivre ça ici, là. Oui. Bon, mais ces gens-là, ils ne vivront pas ça pendant 2000 ans. Non. Parce qu'ils sont, comme tu as dit, parce qu'ils étaient garçons ou filles ou blablabla. C'est correct. Parce qu'il n'y avait pas plusieurs enfants qui les font évoluer. C'est misère d'acheter ça, moi. Alors, de ce point-là, le 2000 ans, tu y tiens-tu toujours, là? De ce point-là, non. Moi, Bon. je parlais pour répondre à ta question. OK, bon. Alors, partons du point que je viens d'exprimer, là. Tu le comprends, là? Oh oui. Partons de ce point-là. Ça prend 2 et 400 ans.
je réponds à ta question, mais je vais expliquer un peu. Là. OK, explique comment ça Entre peut 200 faire... et 400, je dis. Oui, explique comment ça... Tu sais, on a déjà gagné pas mal. Tantôt, il était 2000 et plus. C'est beau d'être usé, hein? C'est intéressant. Bon, OK. C'est pas d'être usé, c'est que on vient ici pour savoir quelque chose. Ah ouais, quand on pose des questions, on me répond. Ah, c'est bien posé. Bon. Alors, c'est quoi la question? OK. Lorsque l'être a atteint le point où l'ego commence à éclater, où il entre en phase d'inidentification, je t'avais posé la question, combien de temps que ça peut durer? Tu m'avais répondu de 2 à 2000. Maintenant, on a réduit de 2 à 400 ans. Alors, explique comment est-ce que ça peut prendre 400 ans lorsque l'individu est rendu à cette phase-là, s'il vous plaît. Bon. Alors, il y a probablement un facteur qui est extrêmement important et qui n'est pas un facteur de jouer sur les mots. Bien souvent, l'individu pense qu'on joue sur les mots, mais il faut bien faire attention. L'individu est tellement paresseux dans sa conscience orale parce qu'il est ajusté par un ajusteur psychologique de l'intellect. Il est toujours en train d'essayer de dire que un mot désigne 50 affaires, puis quand on met le vrai mot, on joue sur les mots. Quand on dit ça prend 2000 ans, l'individu travaille d'une façon plus complète. Travaillant d'une façon plus convenable et plus complète, parce qu'il est moins pressé, donc il devient plus patient, c'est 2000 ans, fait que là on s'enflera peu à tête. Immédiatement, il coupe son 2000 ans en 1000 ans. Mais ça, on ne lui dit pas. Et là, quand il continue à vivre, à évoluer et à avancer, finalement, il conçoit qu'il y en a encore pour 2000 ans. Mais ça le dérange de moins en moins. Il est en train de s'identifier. Il s'en fout. L'ego n'a plus besoin. L'ego est plus identifié au concept de dans 2 ans. Alors, il restreint encore son temps. C'est exactement comme quand on dit à un individu, « Ah oui, mais la paix mondiale, tu sais, c'est évident que ça va arriver. »« Ah bon, ça ne vaut pas la peine qu'on fasse rien. Ça n'arrivera pas. » Alors, la paix mondiale, c'est pas sûr qu'elle va arriver. « Ah non, ben, là, elle risque d'arriver parce que les individus vont travailler en fonction de. » Et c'est plus facile. Le temps est une chose extrêmement élastique. Alors, 2000 ans peut se faire en 2 ans. Sauf que du point de vue cosmique, l'humanité aurait pu procéder en 2000 ans à parvenir au même résultat. Mais effectivement, ça prend 2000 ans à l'humanité ou 2000 ans à un être humain qui ne comprend rien actuellement. Alors, si on prend l'individu tel qu'il est actuellement, dans l'état où il est actuellement, la seule façon que ça ne lui prenne pas de temps, c'est que ça lui prenne beaucoup de temps. Et là, en lui prenant beaucoup de temps, ça va lui prendre moins de temps. De quel individu parles-tu? Parles-tu celui de... Non, je parle des individus du Québec, là. Okay. On se rapproche encore. Okay. Bon. L'inidentification va prendre pour un être humain dans un contexte actuel, social. Là, je veux répondre extrêmement précisément pour les personnes qui sont dans la salle ou ceux qui n'y sont pas mais qui m'écoutent. On fait une moyenne, évidemment. Puis je vais laisser tomber les mauvais éléments, là. Pas que la moyenne devienne trop grosse. On recommence. L'inidentification finalitaire va prendre probablement une vingtaine d'années pour la majorité des gens. Bon, encore sauvé 380 ans, je comprends. Mais ça fait plus de sens. Non, ça fait plus plaisir à l'ego. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément d'humains qui vont qui vont devoir passer par 1, 2 ou 3 ou 4 autres vies. On revient aux 400 ans. Pourquoi? Parce que l'inidentification, ce n'est pas un facteur intellectuel, ce n'est pas un facteur psychologique, ce n'est pas un facteur de compréhension astrale, ce n'est pas un facteur d'intellectuance. L'inidentification est un facteur d'anégoïsation et le gros problème qu'il y a, c'est que les humains qui vont procéder en premier, ceux qui vont avoir accès en premier à l'inidentification, ce seront ceux qui auront développé des égos extraordinairement puissants. Étant donné qu'ils auront des égos extraordinairement puissants, et c'est essentiel parce que le peu d'intelligence qui viendra habiter leur conscience, l'ego étant extrêmement puissant, eh bien, il voudra vomir sur tout le monde pour pouvoir garder son individualité. Et c'est l'ego qui va arriver à donner de la puissance au corps physique, disons, à l'animal humain ou disons à l'homme. C'est un gros ego qui va arriver à donner la puissance nécessaire au peu de conscience qui habite l'homme, la puissance nécessaire pour lui permettre de traverser le collectivisme général. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'ego soit justement grossi à son maximum essentiel. Pour commencer C'est essentiel. Pour commencer, quand les humains auront l'expérience dans le monde de la mort, de la négociation des autres, ça va être plus facile, ils n'auront pas besoin d'avoir un ego aussi gros. Mais présentement, les premiers, donc les précurseurs, ceux qui vont commencer la phase d'identification, devront avoir de gros égos pour pouvoir supporter l'agression continuelle de tout le monde, étant donné qu'ils n'ont pas encore la puissance énergétique dans leur conscience suffisamment supramentalisée pour être capable de résister. C'est l'ego qui va faire le travail.
Par contre, étant donné qu'ils ont un extrêmement gros ego, ça va être un peu plus long et un peu plus difficile pour eux autres d'arriver à l'identification parce qu'ils ont un ego tellement subtil que l'ego s'égoïse même de la négociation. Et ça crée un problème relativement compliqué. C'est pourquoi on ne peut pas dire que ça va se faire facilement comme ça, que celui qui commence à s'identifier en dedans de 2 semaines va être inidentifié. Il y a moyen de prendre un être humain et de l'inidentifier. Il y a moyen initiatiquement de prendre un être humain et de l'inidentifier. Pour cela, ça prend un être humain qui a un système endocrinien extraordinairement puissant. Une personne qui ne se suicide pas, même si tout le monde se suiciderait à sa place. Ça prend un être humain qui a un ego suffisamment convenable pour lui permettre d'être fier d'avoir un ajusteur de pensée. Donc, il n'y a au moins pas ce blocage égoïque-là en phase d'un contact avec l'ajusteur de pensée. On en connaît quelques-uns, ce sont des martyrs de la transition pour la majorité. Et là, on prend l'individu et puis on lui fait un lavage du cerveau total et complet. C'est-à-dire que l'individu, on doit le battre, l'attacher, le droguer. On doit le mettre dans des conditions hyper-nazisme. On doit l'emprisonner dans des cages de bois à moitié enfoui sous l'eau pendant 1 an ou 2, puis là, il fait ses excréments là-dedans pendant 1 an ou 2. On doit briser totalement la personnalité, on doit démolir carrément l'ego qu'il a là, étant donné qu'il a suffisamment de puissance endocrinienne pour ne pas se suicider et pour vivre, même s'il n'a plus l'idée même de ce que c'est que la vie. Alors, il va résister. Étant donné qu'il a un ajusteur de pensée, nécessairement, même s'il perd carrément son ego, il ne devient pas un zombie. Et à travers, lorsqu'il a carrément perdu son ego, donc lorsqu'il est inidentifié totalement, eh bien maintenant, tout ce qu'on a à faire avec lui, c'est de parler avec lui. On ne l'instruit pas. On l'assoit d'une chaise comme toi, et puis on lui pose des questions. Ou comme moi, et puis on lui pose des questions. Et puis on lui pose des questions, c'est quoi l'homme? Et puis là, il va répondre, et lentement, il va réamener une forme d'énergie chez lui. Il n'y aura plus d'ego, il va être totalement inidentifié, et on va avoir bâti un surhomme. Est-ce que ça s'est déjà fait? Ça ne s'est pas déjà fait, non, puis moi, je charge 25 000 $ de le faire. Américain. Deux semaines. 25 000 $ américains pour 2 semaines? Ben, c'est ce que tu as dit tantôt. Ah oui. Excepté quand tu as dit pour 2 semaines, je suis pas sûr, mais il me semble que tu as mentionné. Après les 2 ans de debout, après, on mentionne, on magane pendant 2 ans. Oui, ouais. 2 semaines après. C'est 2 semaines, ça veut dire originalement. Oui, mais je parle comme toi, là. Tu sais pas que je donne tout le début, aller jusqu'à Africa, j'ai dit 2 semaines, c'est quand il est prêt. Mais la personne qui est prête, pas qui est prête, mais qui a toutes ces qualités-là, Daniel... ce ne sont pas des qualités. OK. La personne des qui états. A ces états-là, qui est dans ces états de force-là, faire face à ce que c'est qui s'en vient, va y arriver rapidement quand même. Ah, effectivement, entre 200 ou 400 ans. Sans payer 25 000. En 400 ans, tu dépenses beaucoup plus que 25 000. Le type que tu as décrit tantôt, qui a des go appropriés, qu'il a le système endocrinien approprié. Bon. Alors, parlons donc de l'exception parmi les exceptions sur la planète. Un être humain qui est, peut-être toi, remarque, un être humain qui est effectivement relativement prêt. Il a besoin encore de quelques petites claques, et puis ça va lui prendre... Là, je vérifie sur la planète Terre si on peut repérer ce genre d'être humain. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui, dans cette année, il y en a qui vont devenir inidentifiés. Je dis il y en a, mais peut-être que le il n'a pas de S. Et dans les 2 ou 3 prochaines années, il y aura encore quelques individus sur la planète Terre qui vont devenir inidentifiés, qui sont au Québec et qui sont connus de certaines personnes. Et puis, dans les 20 prochaines années, il y aura approximativement quelques centaines, 100, 140, 150 individus qui vont être inidentifiés totalement. Je parle totalement. Il y aura nécessairement des êtres en phase d'identification non terminés, qui pourront même être capables de s'ajuster, qui vont avoir passé la phase de révolte, c'est-à-dire où ils ne peuvent pas s'ajuster parce qu'ils doivent être purs pour eux-mêmes. Il y en aura plus que ça. Il y aura 1500, 2000, peut-être un peu plus d'êtres humains à l'époque d'ici les 20 prochaines années. Donc d'ici, disons, l'an 2000 quelques. 20 années, c'est pas tout à fait exact. On peut parler de 14, 15 ans, 13 ans. Et par la suite, lentement, eh bien, d'ici les 400 prochaines années, il y aura énormément d'individus à l'échelle du Québec et des ectopicités planétaires. Et dans les 2000 prochaines années, la planète Terre va suivre.
Ça va-tu? Ça va, oui. Ah. Parce que c'était un point que j'ai accroché quand tu as mentionné 2000 ans. Là, ça n'allait pas avec les autres choses que tu as déjà dit dans le passé. Veux-tu que je te sorte une autre trappe, là, pour le fun? Ouais, donc, je vais essayer de le détecter. Bon, alors, donc, on revient encore à notre inidentification. Il y a toujours le facteur qui est très intéressant, c'est que pour que l'être humain parvienne à une identification suffisamment convenable, il devra nécessairement devenir riche. Pour que l'identification se fasse complètement, l'être humain doit devenir riche, il doit... Parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Et quand tu dis l'être humain doit devenir riche, qu'est-ce que c'est que tu entends par riche? Riche, j'entends simplement que tous les autres qui vont le regarder vont prétendre qu'il est riche. C'est pas par rapport à lui, c'est par rapport aux autres. L'extérieur. Ouais. Si tout le monde te trouve riche, t'es riche. Si tout le monde te trouve pas riche, t'es pas riche. Millionnaire ou pas. Oui, mais tu en as besoin de un qui te trouve pas riche. Non, non, on parle du collectivisme. Bon. L'être humain, dans la phase de l'identification, alors je vais donc amener des choses intéressantes que je n'ai pas amenées, c'est ça. Il devra étrangler son canal réincarnationnel, celui qui le relie au monde de la mort du point de vue de son âme et de son anti-âme. Il devra rejeter son anti-âme. Il devra contrôler le canal réincarnationnel et les aides-contrôles qui sont plantés au début de ce canal, ce qui permettent les voyageurs internes et les voyageurs externes. Et il devra nécessairement contrôler ces aides-contrôles de façon à permettre la réincarnation de la crème de toutes les mémoires réincarnationnelles de l'humanité qui sont en fonction avec ce qu'il est lui. Autrement dit, l'individu doit travailler son nombre de formes de façon à permettre cette réincarnation-là. On a déjà vu dans un PMC+, de quelle façon on peut contrôler l'aide-contrôle par le biais du contrôle des ondes de forme. L'individu devra donc réincarner l'aristocratie planétaire. Il devra réincarner. Quand je parle d'aristocratie, je parle des pharaons, je parle des Césars, je parle des tsars, je parle des rois, je parle des reines, je parle de tous ces phénomènes-là. Je parle des Kai, je parle des Khan, Kubilai Khan, Gengis Khan, donc ce sont les rois mongols. Je parle des chefs mayas. Bon, là, on parle de, disons, l'aristocratie, les aristocrates, les rois, etc. Et je ne parle pas nécessairement de Marcos. Ah, bon. Comprenons-nous. Bon. Ni de l'autre, du Valier. OK? On s'entend. Alors, l'individu doit donc réincarner ces phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire réincarner ces phénomènes? C'est pourquoi il doit devenir riche. Il doit devenir riche, il doit avoir un nombre de formes qui va exprimer de l'aristocratie. Maintenant, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il réincarne le phénomène snob. Il va digérer le phénomène de la stabilité aristocratique. Le digérant, il va la transmuer. Le transmuant, il aura cette énergie. Ce qu'il doit dégager, c'est l'ombre de forme de l'aristocratie. C'est un roi. On ne peut pas être roi du système galactique si on n'est même pas capable d'exprimer la royauté planétaire. Alors, il devra réincarner ces phénomènes-là. Pourquoi? Parce que les êtres humains qui ont dirigé les contextes humanitaires dans l'Antiquité sont les premiers à mériter. Ils ont l'énergie pour le faire, ils ont le charisme rayonnant pour le faire, et en plus d'être utiles pour nous, ils sont les premiers à mériter la première réincarnation dans les êtres humains qui vont passer par les phases d'inidentification. Ils ont l'expérience mémorielle du contrôle de l'humanité, de l'homme ancien, de tous les facteurs passés. C'est les mémoires directrices du passé qu'on doit digérer chez nous pour pouvoir mieux contrôler le phénomène de l'humain. Parce que l'être humain, la conscience supramentale ne connaît rien de l'homme. Et nécessairement, il a besoin de contact avec l'homme pour connaître ce que c'est que l'homme. L'homme ne connaît rien du phénomène extraterrestre. Et il doit avoir un contact supramental pour connaître ce phénomène-là. Et nécessairement, l'homme est le seul qui a la faculté de cumuler dans l'instantané une mémoire consciente du passé. Et c'est pourquoi elle doit permettre la réincarnation du monde de la mort, de tous les phénomènes hautement hiérarchiques qui ont permis la gestation de toute l'évolution des humanités jusqu'à aujourd'hui. Et cela fait partie de la... C'est exactement comme si on demanderait est-ce que l'homme de Cro-Magnon peut vivre le contact supramental. L'homme de Cro-Magnon est un animal, donc il ne peut pas vivre le contact supramental. Lorsque l'animal devient un animal humain, lorsqu'il a une conscience d'être-té, lorsqu'il a une âme, l'homme de Cro-Magnon n'avait pas d'âme, il avait une âme comme une plante, comme une rose, comme une fleur. Lorsqu'il a une conscience de son être-té, lorsque l'homme de Cro-Magnon finit, c'est plus l'homme de Cro-Magnon de toute façon, lorsqu'il est rendu au niveau de la conscience, dans les débuts de l'évolution de l'Homo sapiens avait la conscience qu'il était là, donc il avait la conscience de la mort, la conscience de la vie, et il devait donc pouvoir développer le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la morale. Une morale conservatrice, une morale traditionnelle, et finalement une morale ancestrale, une morale religieuse.
Lorsque l'homo sapiens était là, il ne pouvait pas avoir de contact avec l'énergie supramentale. Alors, si on aurait posé la question à l'époque, est-ce que l'homo sapiens d'aujourd'hui, à l'époque, peut vivre un contact fusionnel, j'aurais répondu non. Par contre, l'homo sapiens va évoluer en homo sapiens sapiens, qui va être nous. Et lorsque nous arrivons dans cet homme d'aujourd'hui, eh bien, celui-ci peut vivre un contact fusionnel avec la conscience supramentale. Par contre, l'homme d'aujourd'hui ne peut pas vivre la phase de l'impersonnalisation pour la simple raison que la majorité des êtres humains d'aujourd'hui qui peuvent vivre le contact fusionnel sont des animaux humains. L'animal humain ne peut pas vivre d'impersonnalisation, l'animal humain peut à peine vivre l'inidentification. Et l'inidentification chez l'animal humain, c'est sa naissance, c'est-à-dire une naissance de son vivant. Cela engendre de l'animal, l'être humain. L'être humain, c'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau. C'est l'être humain. Tandis que l'homme ancien et tous les autres, ce sont des animaux humains. Ce ne sont plus des animaux, ce sont des humains ou des animaux humains qui ont les défauts typiques de l'homme, c'est-à-dire qu'ils se battent, ils se tuent, ils se jalousent, ils ont peur, ils s'angoissent, ils s'ennuient, etc. Et lorsque l'animal humain peut vivre un contact fusionnel avec son ajusteur de pensée, et quand on dit son ajusteur de pensée, il faut faire attention, en réalité, l'animal humain vit un contact fusionnel avec un ajusteur de pensée. Lorsque le contact fusionnel est commencé, il y a une soudure du point de vue du canal de l'ajusteur de pensée dans le plan morontiel et dans le périsprit de l'âme chez l'être humain, chez l'animal humain. Et maintenant, on peut dire que c'est son ajusteur de pensée du point de vue de l'ego. Parce que nécessairement, l'ajusteur de pensée n'appartient pas à l'ego. Par contre, du point de vue de l'ego, tout ce que l'ego touche, c'est à lui. C'est sa femme, son mari, son enfant, donc son ajusteur de pensée. Du point de vue donc de l'ego, lorsque l'animal humain a un contact fusionnel débutant ou en avance avec son ajusteur de pensée, nécessairement, il va devenir un être humain. C'est-à-dire qu'il va avoir la faculté non seulement d'être conscient qu'il a vécu, ce qui est l'apanage de l'animal humain, celui qui dit « je pense, donc je suis ». En réalité, c'est que je constate que j'ai fait ceci, donc j'en déduis que je suis là. Mais en réalité, il ne peut savoir qu'il a été là, il ne peut pas savoir qu'il est là. De ce fait, l'animal humain qui veut philosophiquement, psychologiquement, spirituellement, théologiquement, etc., arriver à se connaître, ne pourra jamais connaître que ce qu'il a été. Il ne peut pas connaître ce qu'il est, parce qu'il ne fait référence qu'au passé. C'est l'animal humain. Il a une conscience passée, une conscience mémorielle de ce qu'il est. Maintenant, lorsque l'animal humain, par la voie fusionnelle avec son ajusteur de pensée, commence à vivre une anégoïsation, donc une destruction plus ou moins lente ou plus ou moins rapide, dépendant des corps endocriniens de son ego, nécessairement, il y aura l'expression transpirante, rayonnante d'énergie vitale. Cela va engendrer la création d'un double atomique de son corps physique qu'on appelle le double éthérique, qui va être localisé dans le plan morontiel, c'est-à-dire l'endroit qui se trouve entre la matière et le monde de la mort, un endroit où la vie peut exister sans le corps physique. Et lorsque l'animal humain commence à avoir un contact avec un ajusteur de pensée fusionné à lui, un ajusteur personnalisé, on va donc dire, il va commencer une phase d'inidentification du point de vue de l'ego. C'est-à-dire que l'ego va rentrer dans une phase où lentement, l'ego va être instruit que ce qu'il croit être, ce n'est pas ce qu'il est. L'ego va apprendre qu'il est une sculpture d'un Dieu, mais qu'il n'est pas le Dieu. L'ego va découvrir que finalement, les couleurs qu'il recouvrait, ce ne sont pas les couleurs de son aura, mais les couleurs de la peinture qu'on a mis par-dessus. Alors lentement, l'ego va donc devoir s'identifier à ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il devra arriver à avoir un focus identificationnel vers sa constitution primaire, c'est-à-dire qu'il saura qu'il est de l'énergie astrale, qu'il saura qu'il est de l'énergie miroir, c'est-à-dire qu'il est une copie plus ou moins conforme, très altérée, d'une condition extrêmement réelle, qui est existentielle et qui n'est pas expérientielle, donc qui vit mais qui n'a pas besoin d'expérience parce qu'elle est instantanée. Et notre ego va donc commencer une phase d'anégoïsation qu'on appelle l'inidentification. L'inidentification va engendrer dans l'ego l'idée même de la nonchalance de vie, c'est-à-dire que l'ego ne sera plus manipulable par les conditions extérieures de vie, étant donné que l'ego ne s'identifiera plus, premièrement, ni à son corps physique, deuxièmement, ni à son corps vital, troisièmement, ni à sa personnalité astrale qu'il a créée pour arriver à se préserver, et finalement, il ne s'identifiera même plus à un être humain, et il ne s'identifiera même plus à un être vivant. Il ne s'identifiera même plus à la vie, donc l'ego n'aura plus peur de la mort, plus peur de la vie, parce que ça ne sera plus une condition essentielle chez lui de connaître la vie ou la mort, donc nécessairement il n'aura plus ce genre de désir. Lorsque l'inidentification est suffisamment avancée, on appelle cela l'anégoïsation, c'est-à-dire que l'ego a une tendance à se détruire. Lentement, l'ego va même finir par être suffisamment instruit chez l'humain que l'ego va se suicider. Maintenant, il faut bien comprendre que le suicide de l'ego n'est pas le suicide du corps, par l'ego. Un corps qui se suicide, donc une personne, dans les termes conventionnels qui se suicide, c'est simplement un anti-homme qui voit qu'il est en train de mourir et qui détruit le corps physique pour réintégrer le monde de la mort, de façon à ne pas être détruit par une conscientisation. Lorsqu'on arrive à ça c'est le suicide chez l'enfant nouveau surtout, et dans bien des cas chez l'humain. Alors lorsque l'identification va être suffisamment avancée, nécessairement notre ego va devenir anégoïque, donc il va se rapsisser.
Ce rapetissant, on a déjà vu en séminaire qu'il était pour que l'ego, voyant des parties de lui-même se faire briser, va digérer les mémoires volatiles qui constituent son âme dans lequel lui-même il flotte. Digérant les mémoires volatiles, lentement l'ego finit par éliminer l'expérience qui l'entoure dans l'âme. Alors il y a le périsprit de l'âme, il y a l'ego au centre, il y a les mémoires volatiles, l'expérience de l'ego. Et on sait que lorsqu'un événement, un onde énergétique, une mémoire contenant l'événementiel pénètre le périsprit pour aller informer l'ego, alors lorsque l'on voit quelque chose, un chat, un arbre ou un événement, ou on entend une chose, eh bien ça crée un remous dans les mémoires volatiles, c'est ce qui engendre l'émotion. Dans l'inidentification, donc dans la négoïsation, lorsque les mémoires volatiles sont suffisamment digérées par l'ego, le périsprit finit par s'accoler complètement sur l'ego. Lorsqu'une expérience extérieure pénètre le périsprit, il rentre directement en contact avec l'ego, ce qui fait que notre ego, rendu à ce niveau-là, et ça plusieurs ici connaissent ce genre d'évolution-là, n'ont absolument plus d'émotion. Ils ont de l'ego, mais ils ne sont pas capables de vivre de l'émotion. C'est normal parce que l'émotion était suscitée par le passage de la mémoire événementielle à travers les mémoires volatiles pour arriver à l'ego. Dans la phase d'inidentification, donc de négoïsation, les mémoires volatiles n'existant plus, nécessairement, il n'y a plus d'émotion qui va être vécue par une expérience extérieure. Donc, l'individu donnera l'impression de vivre froidement les choses. Mais étant donné qu'il a de l'ego, il sera capable de se rappeler ce qu'est une émotion. Il sera capable de vivre des émotions antérieures, parce qu'il pourra regretter des choses qu'il a déjà vécues, il pourra nostalgiser sur sa vie, mais il ne sera pas capable de trouver une fleur belle, pour la simple raison que la perception de la fleur, ne traversant presque plus d'expérience au niveau des mémoires volatiles, ne suscite pas d'émotion dans le visuel de la fleur, et l'ego sait ce qu'est une fleur, il peut devenir ou sembler être un être sans cœur, un animal humain sans cœur, parce qu'il a de l'ego, et ça on peut le détecter, et même l'homme ancien peut détecter qu'il a de l'ego, mais en même temps il détecte qu'il ne vit pas d'émotion par rapport à sa vie courante, alors ça crée une espèce de blocage psychologique dans la majorité de ceux qui vont l'observer, parce qu'on sait que ce n'est pas un Dieu, mais on sait que ce n'est plus un humain, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça ressemble à un homme des cavernes, mais avec de l'intelligence ou de l'intellectuance, bref, une expérience planétaire égoïque particulière, mais il ne peut plus vivre d'émotion, ou à peine. Plus l'inidentification est en cours, donc plus la négoïsation est en cours, moins l'être humain va vivre ce genre d'émotion. Alors plus on a des mémoires volatiles, plus l'événement qui nous traverse nous fait triper, nous fait voyager astralement, donc nous fait vivre de l'émotion. Mais plus l'ego a une tendance à résorber les mémoires volatiles, plus l'ego va perdre cette faculté de vivre de l'émotion. Alors, ce qu'il aimait énormément avant, bien il l'aime encore, mais de moins en moins puissamment, parce qu'il pourra de moins en moins vivre ce genre d'émotion, jusqu'au jour où il n'en vivra plus. À partir de cette étape, l'ego est toujours identifié, mais il ne peut plus se structurer, c'est-à-dire se restructurer, se ressusciter par la digestion des mémoires volatiles parce qu'il n'y en a plus. Alors, l'ajusteur de pensée commence donc à fractionner l'ego en petits morceaux et il dilapide des parties de l'ego fractionnées en énergie vitale, ce qui engendre la création du double atomique, le double éthérique. Et là, on parle réellement d'inidentification, c'est-à-dire que quand on demandera à l'être humain « Est-ce que tu as faim ?», l'être humain répondra d'une façon très souriante « Non, mais mon corps, oui ». Alors, évidemment, l'humain qui va l'entourer va s'imaginer que la personne joue un jeu, ou etc., ou elle se prend pour M. Spock, ou on va chercher. Ouais, mais quand tu dis ça, est-ce qu'il peut répondre, mais consciemment, il aurait envie de dire ce que tu dis? Parce que répondre ce que tu viens de dire, il va avoir un problème d'ajustement avec les autres. Non, oui. L'inidentifié va répondre comme je viens de répondre. Mais nécessairement, il va expérimenter la condition très déplaisante d'être un être humain sur une planète habitée par des animaux humains. Alors nécessairement, rapidement, on va lui demander de s'ajuster, c'est-à-dire de parler débile. Et là, il pourra dire, bon, bien oui, j'ai faim. Alors il vivra la condition mentale qu'il n'a pas faim, que le corps a faim. C'est comme de dire, bon, ben là, j'ai soif, je vais mettre de l'essence. Alors il sort, il va au garage, il remplit son automobile. Pour lui, ça va être la même nuance que de dire, j'ai faim, je vais manger. C'est la même chose. Nécessairement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre être inidentifié va finir par réapprendre à s'adapter, à s'ajuster. Mais il passera de toute façon par une phase qui semblera absolument débile, stupide, idiote par la majorité des animaux humains. Exactement comme de temps en temps lorsqu'on a une parole juste et un individu me dit « C'est drôle, hein? » Moi, je réponds « Non, mais c'est bizarre, oui. »« Ah, tu savais ce que je voulais dire? » Oui, je savais, mais je ne l'ai pas su quand tu l'as dit. C'était immédiat chez moi de corriger le langage. Finalement, on doit se réajuster, mais il faut faire attention parce qu'on ne doit pas trop se réajuster pour ne pas se rééduquer et redevenir. Faire attention. Dans l'ajustement, il y a deux formes. Premièrement, l'être humain qui est ajusté, s'il n'y a pas aucune intelligence à rester ce qu'il est, c'est-à-dire donc s'il y a une intelligence à être totalement ajusté, il est ajusté sans avoir à se forcer. Mais dans chaque phénomène de crise, donc de transition, il n'y a pas de possibilité d'ajustement parce que l'individu ne doit pas être coloré par l'ajustement qu'il pourra porter en face des autres.
C'est comme celui qui doit écrire un roman, eh bien, il doit cesser de lire toute forme de roman, au moins 3 ou 4 mois avant de commencer à écrire le sien. Sinon, veut pas, il va se colorer des romans qu'il aura lus. C'est pas que les romans ne sont pas bons, c'est pas qu'il est à là ou c'est pas qu'il est au-delà des romans, c'est simplement qu'il ne doit pas se colorer. Alors, l'individu qui est en phase de transition, s'il doit s'ajuster, il risque de faire ce qu'il a fait il y a quelques milliards d'années, il risque d'engendrer le processus d'involution. Dans son ajustement, vu qu'il n'est pas cellularisé encore, son évolution ascendante, alors s'il commence à avoir une parole juste, mais doit continuellement s'ajuster en parole fausse par rapport aux individus, il va se réinstruire d'être faux et il va redevenir ce qu'il était, il ne pourra pas augmenter. Oui, ça, je comprends bien ça. Mais tu sais, si la personne en question est invitée à la télévision, puis on lui pose la question, as-tu faim? Puis il dit, non, j'ai pas faim, mais mon corps a faim. Il va remplir les salles de conférence. Tu penses? Mais nécessairement, les journalistes vont... Il n'y aura pas de commanditaire de nourriture sur son programme. Ça va de soi. Maintenant, on ne parle pas de ce qu'il doit faire. Présentement, on parle de ce qui va arriver. Alors, c'est évident que... Peux-tu donner un exemple dans la vie de Jésus qu'on connaît, qui a été écrit peut-être des différents passages dans la Bible ou la cosmogonie de Lancia ou des livres qui ont été rapportés, où quand il a vécu cette période-là? Il faut faire attention, parce que vois-tu, c'est que dans les Nouveaux Testaments, sur 4 évangiles, sur 14 évangiles, et il y en a seulement 4 qu'on a retenus et qui ont été publiés 93 ans après la disparition du Nazaréen, donc on a tout éliminé ce qu'on ne voulait pas garder, on a gardé seulement ce qui était plaisant. Il faut bien comprendre que sur les 12 ou 15 pages par évangile, tout ce que le Nazaréen a fait et a dit n'est pas là. Alors, il y a des choses dans le genre qui ont été refusées parce que ça ne pouvait pas être transmis, enfin, ça aurait pu être transmis, mais c'est déjà que la Bible mélange suffisamment de gens, on ne voulait pas trop en mettre. Il n'y a pas d'exemple dans la Bible. Oublions la Bible. À quel âge as-tu vécu cette phase-là? Bon, premièrement, à 12 ans, nécessairement, lorsqu'il dit à son père qu'il doit s'occuper des choses de son père, en partant là, ça créait le schisme total qu'on peut retrouver dans l'idée même. Non, j'ai pas faim, mais mon corps, oui. C'est une problématique pour les parents, n'est-ce pas, pour les êtres humains qui l'entourent à l'époque, une problématique absolument incompréhensible. Je suis ton père, tu dis tu t'occupes des choses de ton père, ben c'est ça, viens sculpter le bois avec moi. Alors ça, c'est un exemple d'inajustement dans la phase de transition où Jésus à l'époque, ce n'était pas ni le Christ ni le Nazaréen, où Jésus à l'époque devait absolument s'instruire lui-même de ce qu'il faisait, de ce qu'il était. Donc, il n'était absolument pas question d'ajustement de temps en temps avec les individus. Prenons l'exemple de François, qu'on appelle Saint François. À un moment donné, il voulait se libérer carrément de toutes les attaches de ses parents. Ses parents étaient toujours sur lui en train de lui dire ce qu'il devait faire, parce qu'à l'époque, les enfants devaient respect aux parents. Alors François, la première question qui se posait, c'est pourquoi je leur dois quelque chose? Alors finalement, c'est parce qu'on te nourrit, on te vêtit, alors il s'est déshabillé en plein milieu de la rue, il a tout remis ses vêtements à tout le monde, et puis il est parti à poil. Alors c'est une phase d'inajustement social, ça va de soi, mais s'il ne l'aurait pas fait, il serait resté débile. Alors en exprimant devant tout le monde qu'il était stupide, il est devenu justement un être humain suffisamment nouveau. Et après ça, on dit oui, mais s'il passe sa vie comme ça, non, il ne passera pas sa vie comme ça, mais il vient toujours un temps où l'être humain doit se prouver qu'il est ce qu'il est. Et lorsqu'il se le sera prouvé, et quand je dis prouver, en réalité, c'est qu'il doit atterrir matériellement à sa condition. Et lorsqu'il aura atterri matériellement à sa condition, eh bien là, il pourra s'ajuster. Il n'y aura plus de danger. Alors, la personne qui vit l'inidentification, il vient un temps où l'ego ne peut plus s'identifier au corps. Donc, si on demande est-ce que tu as faim, l'ego va comprendre qu'on parle à lui. Et il va répondre non. Tu manges jamais? Non. Ben, t'es menteur, hier, je t'ai vu manger un hot dog. Non, mon corps mangeait un hot dog, je ne mangeais pas. Et là, on va dire, arrête donc de jouer avec les mots. C'est comme si je bois de l'essence ou j'en mets dans le réservoir de l'auto. S'il y a autant de nuances, je ne joue pas avec les mots. Et à un moment donné, lorsqu'il se sera suffisamment solidifié dans son identification, l'ajusteur de pensée va venir, parce que c'est important, l'ajusteur de pensée ne viendra pas rien ajuster par rapport au public tant que dans l'être humain, je parle bien de l'être humain, non pas de l'animal, tant que dans l'être humain, ce ne sera pas cellularisé. Alors là, maintenant, on pourra instruire, l'inidentifié au niveau de l'être humain, on pourra l'instruire qu'il vit avec des animaux et que nécessairement, il doit dire des choses qui ne font pas partie de sa logistique, qui ne font pas partie de l'intelligence, mais qu'il y a une intelligence écosystémique plutôt, à parler croche. Alors, maintenant qu'il aura cellularisé ces choses-là, lui, il pourra dire, oui, j'ai faim, sachant qu'il parle aux individus, mais il ne se parle pas à lui. Comprenant le phénomène. Exact. Sauf qu'il vivra quand même la phase de transition, qui fait que bien souvent, l'être humain perd... Quand l'humain vit une phase de transition où il doit se supporter, c'est là, normalement, qu'il perd sa famille, qu'il perd beaucoup de choses qui l'entourent, parce que il ne peut pas s'ajuster, il n'y a rien à faire, il ne peut pas. Il ne doit pas et il ne peut pas. Lorsqu'il a réussi à se cellulariser, alors là, maintenant, il peut commencer à s'ajuster.
OK, cette période Inidentification. Voilà. Cette période-là, excuse, peut durer combien de temps? C'est bien que j'imagine que ça va selon les... C'est extrêmement court. Ça varie entre 2 et 2000 ans. Dépendant encore une fois des corps physiques, des génétiques et des individus. Il faut bien comprendre que le facteur social, c'est-à-dire le milieu dans lequel va évoluer l'individu, est extrêmement prépondérant sur ce qui va arriver dans l'écoulement du temps par rapport à l'identifié et l'inidentifié. Donc, il faut bien comprendre que l'individu qui est continuellement en train d'essayer de s'ajuster à ses parents pendant sa phase d'inidentification va prendre possiblement des centaines d'années avant d'y parvenir. Tandis que l'individu qui est célibataire ou solidataire, l'individu qui est seul, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'attache ou qui se balance royalement de briser ses attaches, celui-là pourra s'identifier relativement rapidement. Mais il y a toujours la problématique, c'est que tu brises tes attaches, tu deviens inidentifié à cette société sociale. Nécessairement, celui qui s'identifie doit s'organiser pour vivre une espèce de logistique. On est dans une société absolument géniale pour permettre la phase d'identification solidifiée, parce que c'est pénible de le faire, mais nécessairement, le marteau brise le cristal, mais il forge l'acier. Alors, ce qui doit s'en aller va tomber sur les coups de marteau de notre société, et ce qui va rester, c'est ce qui est solide, ce qui est réel. Pendant ce temps, l'ego va vivre des phases d'égoïsation anégoïsantes relativement pénibles, de haut et de bas, de chute et de montée, de rechute. Alors, ça prend un laps de temps qui est déterminé surtout par le milieu, et nécessairement par la génétique, mais par la suite, c'est le milieu. Un individu qui est, par exemple, dans un couvent ou qui fait partie des frères franciscains ou dominicains et qui doit commencer à s'anégoïser, je ne parle pas de vivre le concept de l'humilité, je parle de l'anégoïque. Alors, nécessairement, il aura un grand problème s'il veut rester frère. Parce qu'il ne pourra pas s'anégoïser anégoïquement s'il doit rester frère, parce que c'est une qualité, l'humilité, chez les frères. Donc, dans l'animal humain, les formes même de l'évolution sont des qualités. Les qualités sont un fleuron de l'ego. Donc, nécessairement, si notre frère devient anégoïque et les autres deviennent humbles, les autres vont cultiver l'humilité, alors que lui cellularise l'humilité, il ne pourra pas fonctionner ensemble parce que chaque fois qu'il y en a un qui va rayonner l'humilité, le frère anégoïque va se rendre compte que son ego la pisse au coton l'humilité de façon à ce que tout le monde voit qu'il est humble. Donc, il va se rendre compte qu'il est modeste et qu'il s'en vante d'une façon énergétique, c'est-à-dire il essaie l'ego orgueilleux veut projeter la personnalité de l'humble en avant parce que l'ego orgueilleux se nourrit du fait que tout le monde voit qu'il est humble. L'anégoïque ne peut donc pas marcher dans cette structure, il va décoder toutes les farces, et nécessairement, s'il veut rester frère, ça va lui prendre des centaines d'années avant de parvenir à l'anégoïsation. L'anégoïque qui voit ça, tu dis, ne peut pas le supporter. Il est plus avancé que l'autre qui est orgueilleux, qui vit d'humilité pour s'abreuver. Et pourquoi est-ce que celui qui n'est pas plus avancé n'est pas capable de comprendre, de s'ajuster? Parce qu'il est en voie d'anégoïsation. Il ne doit pas le supporter. S'il se met à le supporter, il va aussi supporter ses propres problèmes. Il n'est pas encore fini. Il n'est pas parfait. Il n'a pas finalisé la perfection de son anégoïsation. Donc, il ne peut pas accepter, il ne peut pas tolérer facilement les choses. C'est comme celui qui commence à comprendre le phénomène de la manipulation, qui rentre dans un autobus et qui déteste tout le monde parce qu'il voit comment ils sont manipulables, comment ils sont manipulés, comment ils sont cons. Il ne se rend pas compte pendant ce temps-là que lui aussi est manipulé. Ça va de soi. Sauf qu'il est obligé de détester la manipulation chez autrui pour déjà engendrer chez lui une phase de libération de la manipulation. Il va lui en rester une, la plus dure à traverser, celle qui est l'orgueil de l'anti-manipulation. Mais de toute manière, il doit passer par ce genre d'étape. Pendant ce temps-là, il souffre. Il faut que ça s'exprime, ça ne peut pas s'observer. Pas pour l'instant. L'animal humain ne peut pas le faire parce qu'il y a un ego trop puissant et comme l'ego s'empare de toutes les structures d'évolution, nécessairement, même l'anégoïsation devient égoïsante pour l'ego. Alors, pendant un laps de temps, les forces d'intelligence, en l'occurrence l'ajusteur de pensée, nécessairement manipulé par le contact supramental, fait en sorte que l'être humain qu'on se fout de toi. Alors, si tu dois manger de la marde, tu vas en manger. Si tu dois en manger devant tout le monde, tu vas en manger. Si tu dois déféquer sur ta chaise puis la bouffer, tu vas la bouffer. Et là, on va dire, oui, mais c'est pas ajusté, ça n'a rien à faire. Présentement, c'est ton ego qui est important, c'est lui qu'on veut taper dedans, on veut conserver ton corps physique, le reste, on s'en balance. Ton nom fait partie de ta personnalité égoïque, fait que si tu perds ton nom, c'est parfait, tu t'anégoïses encore plus. Alors finalement, l'être humain, dans une phase d'anégoïsation, ne peut pas nécessairement tout contrôler ses expressions. On parle d'ajustement de façon à atténuer certaines choses. Mais celui qui s'ajuste, je l'ai dit de temps en temps dans un cours que je donne sur l'ajusteur de pensée,
Finalement, celui qui est ajusté, c'est celui qui n'a jamais besoin de s'ajuster, parce que c'est naturel chez lui l'ajustement. Tandis que celui qui est en phase de transition doit s'efforcer de s'ajuster. Mais bien souvent, les gens viennent juste se plaindre qu'ils ne peuvent pas s'ajuster, qu'ils font leur possible, et tout ce qu'on peut leur dire, c'est ça, continuer, même si ça ne sert à rien. Mais ça supporte leur ego. Okay. Parlant d'ego, l'homme est parti de ce point-ci, au point de vue ego, il n'y avait pas d'ego, et puis il est devenu avec énormément d'ego, puis il revient à un point où il n'y a plus d'ego, où l'ego est éclaté. Dans ce 360 degrés-là, Daniel, dans ce tour complet-là, qu'est-ce que c'est que l'être humain peut... qu'est-ce que c'est que tu as amené à l'être humain qui peut aider l'homme qui vit cette phase-là lorsqu'il arrive, puis la ballonne grossit juste avant que ça éclate, parce que c'est très souffrant. La seule chose qu'on peut dire à l'être humain, c'est rester vivant. Pour la simple raison que quand l'être humain reste vivant, de toute façon, toutes les personnes qui ont un certain âge savent très bien qu'ils ont été souvent dans des trous absolument immenses, des creux qu'ils étaient convaincus de ne jamais pouvoir surmonter. Puis finalement, non, tout va comme ça. On ne laisse jamais l'être humain dans un bas. Il ne reste pas dans le bas. Alors, lorsqu'il devient écœuré d'être écœuré, lorsque l'être humain veut tout lâcher, veut penser au suicide ou pense à d'autres choses, la seule chose qu'il a à faire, c'est rester vivant. S'il reste vivant, ça va commencer à remonter. Et il pourra s'en sortir avec des cellularisations très intéressantes, ce qui fait qu'il va monter plus haut qu'avant. L'individu qui dit « Oui, mais moi, ça fait 25 ans que je stagne », il a besoin de coup au cul. Il ne stagne pas pantoute, sauf que dans son concept à lui, ça marche comme ça. C'est comme si tu dis toujours « Je veux monter les 5 prochaines marches ». Et là, tu en montes une, puis tu regardes les 5 prochaines, tu dis « Christy, moi, tu finis par les monter ». Là, tu montes encore 3 marches, puis tu regardes les 5 prochaines, tu dis « Maudit, j'évolue pas pantoute ». C'est la même chose. L'être humain a une évolution au niveau de ce qu'il est au niveau, réellement, et en même temps, il a la même évolution au niveau du concept. Alors, il vise le concept, il a hâte de l'atteindre. Chaque fois qu'il monte, il monte le concept avec. Et là, après 25 ans, il vient me brailler qu'il n'évolue pas. Ben oui, mais qu'il lâche ce concept, il va évoluer, mais il est toujours en train de se comparer à des choses. C'est comme si moi, je me dis, toi, tu peux courir à 20 km à l'heure. Moi, je cours à 15. Je dis, je vais courir aussi vite que Jacques. C'est carrément stupide. Si tu t'entraînes, puis je m'entraîne, quand j'arrive, moi, à 20, tu es rendu à 25. Je cours pas plus vite que toi. Là, j'arrive à 25, tu es rendu à 30. Là, je me dis, ça y est, j'évolue pas tout. J'ai une vraie loque. Mais en réalité, j'évolue énormément, sauf que je prends comme schéma de correspondance, de comparaison, un individu qui évolue au même rythme que moi. Tu vas à l'extérieur pour comparer au lieu d'aller à l'intérieur. C'est absolument stupide. L'être humain est là. L'être humain évolue, il n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'être humain qui est mal pris? Parce que c'est évident que l'être humain n'avait pas d'ego. L'être humain n'avait pas d'ego, mais il faut faire attention, l'être humain n'avait pas de conscience. Mais c'est pas grave, la conscience, on va la perdre à un moment donné. Bon. L'être humain n'existait pas. Bon, il y avait de l'énergie qui descendait. Cette énergie-là, on a vu un peu vendredi comment elle s'était créée, parce qu'on a parlé un peu vendredi de l'accident, justement. Ça arrive des fois le vendredi que je déconne. Alors, on a parlé de l'accident créationnel qui a engendré la création. Donc, ce phénomène sur lequel je ne reviendrai pas tout de suite. Alors, lorsque on descend, on s'écrase, et puis finalement, quand on arrive à un niveau relativement bas, le niveau de l'énergie non révélée, on commence on l'a déjà vu souvent en conférence, on commence à accumuler de l'énergie. La seule chose qu'il y a, c'est que, au-delà de la création, on ne connaît absolument rien de la création. Parce que quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, on mélange tous les phénomènes divins, parce qu'il y a un paquet de phénomènes divins. Et quand on parle du Dieu intérieur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et nécessairement, il a été créé en même temps que le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'à l'instant même où Dieu a été créé, le ciel et la terre étaient là. Bon. Nous sommes descendus par la suite au travers de Dieu. Au travers de Dieu, nous avons été colorés totalement de son essence. Et colorés totalement de son essence, nous sommes venus nous échouer sur le plan planétaire avec l'idée que le Dieu nous avait créé. Exactement comme si tu prends un boulon et puis tu le fais traverser de l'huile. Et le boulon, il coule, il traverse de l'huile, il traverse du Kool-Aid, il traverse de l'eau, puis il arrive au fond du pot. Tout ce qui se rappelle, c'est qu'étant donné, quand il arrive au fond du pot, il est entouré d'eau, il se dit, l'eau m'a créé. Mais c'est peut-être l'huile qui l'a créé, mais l'huile ne la connaît pas, l'huile. C'est juste de l'eau qu'elle a, donc l'eau l'a créé. Mais en réalité, Dieu était là bien avant que l'homme arrive. Ça va de soi. C'est ça, toutes les théologies sont d'accord pour le dire. Mais l'homme a traversé le phénomène divin, et de toute façon, l'homme a traversé un paquet de hiérarchies au niveau du cosmos, et la dernière hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie la moins évoluée, la plus basse, c'est celle du Dieu que l'on connaît, le Dieu du monde de la mort, et qui a été plus réalisé longtemps, qui est encore un peu plus réalisé aujourd'hui, que ce soit Yahvé, Jéhovah, que ce soit Manitou, que ce soit un paquet d'autres phénomènes divins. Alors, lorsque l'être humain est venu s'effoirer sur le plan planétaire, il a amené avec lui des parcelles de ce Dieu, qu'on appelle l'âme. Bon,
Alors, nécessairement, l'âme est une créature de Dieu dans le monde de la mort. L'homme est de la conscience qui entoure l'âme pour la paramétrer. Et l'âme est là pour animer le corps physique de façon à engendrer le phénomène sécrétatif qui permet la mutation du corps physique. L'homme n'a jamais eu d'ego, mais présentement, l'homme est en train de remonter la pente, donc l'être humain ascendant, disons même l'animal humain ascendant, l'être qui est ascendant, l'humain ascendant, en train de remonter la pente, nécessairement aura besoin de l'ego, c'est-à-dire que l'ego, c'est la confirmation du Dieu dans le monde de la mort. L'ego de l'homme, c'est l'âme. L'âme, c'est la confirmation totale de l'existence du Dieu dans le monde de la mort. Ce qui fait que la première chose que l'homme doit faire lorsqu'il commence son ascension, c'est de confirmer l'existence des dieux. Lorsque l'être humain commence son ascension évolutive, il confirme l'existence des dieux. Confirmant l'existence des dieux, il confirme donc les dieux. C'est-à-dire que les dieux étant, exactement comme l'être humain, des phénomènes existentiels qui ne sont pas capables de se supporter eux-mêmes, alors on dit qu'ils ont créé l'homme, c'est faux. Ils continuent à habiter l'homme. Mais ils n'ont pas créé l'homme. Ils ne sont pas capables de créer l'homme, les dieux. Ils ne sont même pas capables de créer un mouton. Bon. Alors, lorsque nous confirmons la présence des dieux, nous confirmons une essence intentionnelle. Nous confirmons un facteur qui n'est pas créationnel, un facteur qui a pu engendrer la création, en confirmant le Dieu le plus bas, le Dieu de la matière, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu du monde de la mort. Nous confirmons simplement la probabilité de l'existence d'une chose non créationnelle au-delà de la création qui aurait pu, intentionnellement ou non, engendrer le phénomène dans lequel nous vivons. Donc, c'est extrêmement intéressant de confirmer les dieux pour la simple raison que les dieux confirmés vont finir par se prendre en main. Lorsque les dieux du monde de la mort confirmés vont finir par se prendre en main, ils vont cesser de se réincarner à l'intérieur de l'homme. Cessant de se réincarner à l'intérieur de l'homme, ils vont cesser d'habiter l'homme. Cessant d'habiter l'homme, l'homme n'aura plus d'âme. L'homme n'ayant plus d'âme, l'homme va être totalement identifié, c'est-à-dire que l'homme n'ayant plus d'âme, l'homme ne sera plus un animal. Et qu'est-ce qui va arriver à ce phénomène divin? Il va énergétiquement être totalement absorbé par l'être humain, rendu dans une époque, dans une étape où le monde de la mort sera détruit par l'homme. Alors on parle de l'Apocalypse de Lazare de Saint Jean. On parle justement de cette dissolution du monde de la mort, où lorsque l'homme se donnera la mort, il ne pourra pas la trouver. Et tout le phénomène divin, toutes les mécanicités confirmées par l'homme vont devenir les serviteurs de l'homme. Parce qu'il faut bien comprendre que le maître n'est confirmé maître que par ses serviteurs. Si un serviteur ne veut plus écouter, le maître n'est plus un maître. Il devient serviteur lorsqu'il sort de chez l'homme. Exactement. Lorsque l'homme l'aura suffisamment confirmé, il l'aura nourri nécessairement, mais par la prière, lorsque l'homme aura confirmé ce phénomène divin, parce qu'il y a des égrégores de Dieu, mais il y a aussi un phénomène qui est gestionnaire du monde de la mort et du monde de la terre, et c'est le phénomène qu'on peut appeler Dieu si on veut, et là, l'homme le confirme. Lorsqu'il sera confirmé, l'homme pourra s'en servir comme esclave. Est-ce que la pensée ne serait pas une manifestation de l'esclavagiste, justement, de... La pensée, c'est divin. La pensée est une manifestation de Dieu dans l'homme. Et nécessairement, la pensée ne peut s'exprimer qu'à l'intérieur de l'âme, une partie réincarnationnelle des mémoires de l'homme dans Dieu. Comment la volonté cosmique peut-elle intervenir dans un cas comme ça? Bon, la volonté cosmique, il faut faire bien attention. Dans tout ce qui est créationnalisé, donc dans la création, cela inclut l'espace entre les super-univers qu'on appelle l'espace divin, intentionnel. Cela inclut les super-univers et l'espace entre les univers qu'on appelle le phénomène bouddhique. Cela inclut les univers et l'espace entre les univers qu'on appelle le phénomène supramental. Cela inclut nécessairement les galaxies et l'espace entre les galaxies qu'on appelle le phénomène mental. Cela inclut les planètes et l'espace entre les planètes qu'on appelle le phénomène astral. Et cela inclut le phénomène entre le phénomène atomique et l'espace entre le phénomène atomique qu'on appelle l'énergie vitale. Bon. Alors, lorsque nous parlons d'intentionnalité cosmique, nous parlons d'une farce. Il n'y a pas de volonté cosmique. Regardons ceci. Je vais expliquer, et on va expliquer très brièvement encore, c'est que qu'est-ce que c'est que de la volonté? La volonté, c'est une stagnation harmonique. La volonté, c'est une stagnation harmonieuse. Donc, il y a de l'harmonie. Et lorsqu'il y a de l'harmonie, on va dire c'est la volonté qui engendre l'harmonie. Mais l'harmonie est une condition mécanique. L'harmonie n'est pas intentionnelle. On n'a pas besoin de la théorie de Dieu pour engendrer le phénomène de l'harmonie, de la paix, de la guerre. Alors, dans cette création, il y a des forces qui se luttent les unes